Donc, on repart pour cette deuxième et dernière vidéo, je pense, sur Weber, puisqu'en fait, en y regardant de plus près, j'ai déjà tout dit dans la première vidéo. Mais bon, pour essayer quand même d'être précis, je vais tout simplement lire, peut-être avec moins de commentaires, la suite du cours, de telle sorte à ce que vous voilà, vous soyez pas perdus. On va faire ça linéairement, comme ça on sera sûr d'avoir tout vu. Euh, donc j'en étais aux commentaires. J'agrandis un petit peu. Hop. Donc là vraiment je vais faire vraiment que lire, hein, je vais faire assez peu de commentaires à côté, histoire de pas trop faire durer en longueur la vidéo. Donc on y va. Donc, commentaire du document précédent de Alain Beer. Donc, pour Marx, les individus qui constituent une société se différencient selon trois dimensions. On dit qu'il y a trois facteurs de différenciation, trois critères. Ces différences ne sont pas sans enjeu. Elles sont au fondement d'une hiérarchie entre les individus. À chaque type de différence correspond une hiérarchie, au sein de laquelle les individus ou groupes d'individus vont se positionner, les uns dominant les autres. Donc pour chaque critère, il y a donc hiérarchie, ça veut quand même dire qu'il y a des dominants et des dominés. Donc c'est en cela que c'est pas sans rapport avec Marx. La notion de domination est aussi présente chez Weber, mais il y a trois formes de domination selon le critère que l'on pour chaque critère. La première hiérarchie, Weber parle d'ordre et l'ordre économique. Au sein de cet ordre économique, les individus sont rangés dans différentes classes sociales, en fonction de leur probabilité plus ou moins grande d'accéder, c'est-à-dire de pouvoir s'acheter, à des biens de consommation. Par exemple, un ouvrier peu qualifié a peu de chances de pouvoir accéder à des biens de consommation en raison de ses faibles revenus et du fait qu'il ne dispose d'aucun patrimoine. Donc un ouvrier, sa probabilité d'acheter des choses, elle est faible, ou en tout cas sa probabilité d'acheter beaucoup de choses est faible, puisqu'il a peu de revenus. A l'inverse, un riche patron d'entreprise a des probabilités plus grandes d'accéder à des biens de consommation grâce aux profits qu'il perçoit et aux éventuels revenus issus du patrimoine qu'il possède. Donc là, c'est la logique inverse, hein. Si vous êtes riche, parce que vous êtes patron et que vous avez des gros revenus, et y compris des revenus du patrimoine, alors il y a de fortes chances que vous puissiez accéder à des biens, ou à une grande quantité de biens, de luxe notamment. Donc ça fait que vous ne faites pas partie des mêmes groupes que par exemple au groupe des ouvriers, en matière d'accès aux biens. Remarque. Marx et Weber considèrent tous les deux que la sphère économique est importante pour distinguer les individus. Et ils parlent bien l'un et l'autre de classe sociale. Donc ça c'est bien de l'avoir en tête, hein. Classe sociale, c'est pas que pour Marx, hein. Il y a aussi des classes sociales chez Weber, mais c'est qu'une des trois dimensions, l'ordre économique. En revanche, ils ne les définissent pas de la même façon. Donc ça, ce serait une erreur de considérer que, comme ils s'appellent tous les deux classes sociales, alors ils les définissent pareil. C'est pas du tout la même manière de les définir. Pour Marx, l'individu se classe chez les prolétaires ou chez les bourgeois, selon qu'il possède ou non les moyens de production. Ça, c'est du déjà vu. De plus, les deux principales classes sociales chez Marx sont nécessairement dotées d'une conscience de classe et sont donc nécessairement en conflit pour défendre leurs intérêts de classe. Chez Weber, les individus vont dans différentes classes sociales en fonction de la probabilité plus ou moins grande qu'ils ont de pouvoir accéder, obtenir, acheter des biens. Ce n'est pas la même chose que pour Marx, mais il y a un lien entre les deux visions. Être prolétaire chez Marx, c'est avoir peu de revenus et donc peu de chances, ou donc plutôt d'avoir des chances très faibles d'accéder aux biens. Entre parenthèses, Weber, ça veut dire que voilà, les deux sont liés quand même. Ou encore être propriétaire des moyens de production, ça c'est Marx, c'est à peu près la même chose que d'avoir de fortes chances d'accéder à une grande quantité de biens, ça c'est Weber. Donc, même si la définition n'est pas la même, la définition des classes sociales n'est pas la même chez Marx et Weber, il y a quand même des liens entre les deux, c'est pas complètement éloigné. Autre différence importante, Weber ne considère pas que les membres d'une classe sociale ont nécessairement une conscience de classe. J'ai dit dans la vidéo précédente que ça pouvait arriver, mais que c'était plutôt rare. Donc Weber pense que de base, les groupes
qu'il va constituer, les classes sociales en l'occurrence, n'ont pas véritablement de conscience de classe, et qu'ils ont conscience de leurs intérêts, et qu'ils n'ont pas conscience de leurs intérêts, contrairement à l'approche de Marx. Et qu'ils ont conscience. Ils n'ont pas. Ah, j'ai oublié une petite erreur. Voilà, ils n'ont pas conscience de leurs intérêts. Donc voilà, vous corrigerez aussi sur votre cours. Hein. Chez Weber, ils n'ont pas forcément de conscience de classe et pas forcément conscience de leurs intérêts de classe. Alors que chez Marx, c'est automatique. Je reprends ici. Ils ne considèrent pas non plus que les relations entre classes sociales sont nécessairement conflictuelles. Donc là, ça découle de ce qu'on a dit juste avant. Hein. S'il n'y a pas de conscience de classe, s'il n'y a pas de conscience des intérêts de la classe, chez Weber, alors il n'y aura pas non plus de conflit avec d'autres classes. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait conscience de classe et conscience des intérêts à défendre. Donc là, s'il n'y a pas de conscience des intérêts, il n'y a pas de conflit possible. En effet, pour qu'une dynamique conflictuelle se déclenche, comme chez Marx, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut des intérêts objectivement différents pour chaque classe. Les membres d'une classe doivent prendre conscience de ces intérêts. Les inégalités entre les différentes classes doivent être suffisamment fortes pour inciter ces membres à passer à l'action. Donc voilà les trois critères qui font qu'une classe peut devenir mobile pour défendre ses intérêts chez Marx. Et s'il n'y a pas ces critères, de réunis chez Weber, ça ne peut pas donner lieu à une conflictualité sociale. Donc je poursuis ici. Donc là, on continue en fait à répéter ce que dit Alain Bir, hein, mais de manière rédigée. Le second ordre au sein duquel Weber classe les individus est l'ordre social. Dans cette hiérarchie, le critère de différenciation, entre parenthèses ce qui va différencier les individus les uns par rapport aux autres, fermez la parenthèse, est le prestige social. En gros, qu'est-ce qui fait qu'on est différent dans l'ordre social? C'est le prestige qu'on a. Dans la société, il existe des groupes d'individus qui se caractérisent par des niveaux de prestige social différents. Weber les appelle les groupes de statut. Ces différents groupes de statut jouissent d'un niveau de prestige variable en fonction de différents facteurs. L'origine sociale, premier facteur, c'est-à-dire être issu par naissance de l'aristocratie par exemple, la profession occupée, voilà, selon la profession qu'on occupe, on a plus ou moins de prestige associé à cette profession, être juge, médecin, pompier. Autre critère, le niveau d'études, ça peut être, selon le niveau d'études qu'on a, est associé à un niveau de prestige, qui peut être variable. Donc être titulaire d'un doctorat, être agrégé, ou alors ne pas avoir de diplôme, à l'inverse. Certains groupes de statut sont négativement dotés en prestige, comme par exemple les personnes sans domicile fixe, les chômeurs, les drogués, pour ne citer que ces exemples. Pour Weber, les groupes de statut se caractérisent pour les plus dominants par un fort sentiment d'appartenance. Bon, ça c'est bien que vous le sachiez, même si c'est pas forcément très utile dans une rédaction, mais les groupes de statut, ils ont conscience d'eux-mêmes. Ils n'ont pas une conscience de classe, puisque c'est pas une classe sociale, mais ils ont une conscience d'appartenir à un groupe spécifique, qui a pour point commun la recherche du prestige et l'obtention d'ailleurs de ce prestige. Donc on ne parle pas ici de conscience de classe, mais de sentiment d'appartenance, car le terme de classe sociale, avec un E, est réservé à l'ordre économique. Les groupes de statut sont en lutte pour accéder et accroître le prestige social dont ils jouissent. Cela passe par des stratégies très subtiles de distinction. Donc les groupes de statut, leur objectif, c'est de susciter l'estime des autres membres de la société. Ils veulent être au-dessus de la mêlée, être prestigieux. Et donc pour y parvenir, eh bien, ils doivent se distinguer. Ça veut dire montrer qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils sont au-dessus des autres. Donc ça amène à des stratégies de distinction, dont je vous donne quelques exemples rapides. Hein. Montrer que l'on a des goûts plus raffinés que son voisin, par exemple. Au passage, un petit exemple qui mérite toujours d'être cité, l'utilisation, par exemple, des couverts pour manger, plutôt que de manger avec les mains. C'est pas du tout une question hygiénique qui justifie l'utilisation des couverts. Historiquement, des sociologues comme Norbert Elias ont montré que c'est avant tout pour se distinguer que les nobles ont commencé à manger avec des couverts.
pour se distinguer en gros du reste de la société qui mangeait avec les mains. C'est les nobles qui ont décidé un jour que c'était, en gros, c'était les pauvres et les indigents qui mangeaient avec les mains, et que les vrais nobles, qui ont le vrai sens du goût, eh bien, eux mangent avec des couverts. Et ça a mené à une, comment dire, une course effrénée à la distinction, notamment en matière d'alimentation, qui a- enfin, qu'on peut remarquer par la grande variété de couverts qu'on peut trouver dans certains restaurants de luxe. Vous voyez, couvert à poisson, couvert à viande, la fourchette, la cuillère, la petite cuillère, le verre à eau, le verre à vin, et ainsi de suite. Donc, avoir 36 couverts, c'est le résultant d'une volonté de se distinguer des autres pour essayer d'être plus prestigieux que les autres. Donc c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais voilà, celui-ci est assez intéressant et documenté sociologiquement, donc vous pouvez le réutiliser si jamais l'occasion se présente. Donc toujours est-il que voilà, les groupes de statut mettent en place des distinctions parfois très subtiles pour se distinguer des autres. Ça peut aussi être des distinctions en matière culturelle, d'accord. Aller au musée par exemple, Pierre Bourdieu, hein, dont on a déjà parlé, explique bien que souvent le fait d'aller au musée, au-delà de la volonté de se cultiver, est parfois, et très souvent même, une volonté surtout de se distinguer des autres. Pierre Bourdieu dit très simplement, hein, que les musées sont utiles dans la mesure où ils permettent à ceux qui y vont de se distinguer de ceux qui n'y vont pas, tout simplement. Et que le musée en tant que tel n'a pas vraiment de fonction. C'est juste un moyen de se distinguer des autres. Ça marche avec les musées, mais ça marche aussi avec le théâtre, avec l'opéra, avec voilà, la musique classique. Donc le but n'est pas tant d'aller au musée que d'y aller alors que les autres n'y vont pas et pouvoir après dire qu'on y est allé. Bon. Donc des stratégies en matière culturelle ou de mode de vie en général. Bon, je ne vais pas trop m'épancher là-dessus. À chaque groupe de statut correspond un certain style de vie que chaque groupe de statut cherche à faire valoir aux autres comme étant le plus prestigieux. Donc en gros, chaque groupe de statut essaye de dire aux autres membres de la société que la manière qu'il a de vivre est la meilleure, et que c'est eux qui ont le bon goût, qui savent comment vivre, qui savent bien faire les choses. Donc il y a une espèce de concurrence dans les styles de vie pour essayer d'être le plus apprécié des autres. Bon, ceci dit, une remarque qui peut être faite, c'est que les styles de vie les plus prestigieux sont souvent associés à des styles de vie qui nécessitent d'avoir de l'argent. Voilà. C'est plus facile d'avoir un style de vie distingué quand vous avez beaucoup de revenus. Donc c'est pas sans rapport avec la sphère économique. Aller dans des restaurants de luxe avec 36 couverts, bah, il faut avoir les moyens d'y aller, et donc voilà. L'opéra, c'est pareil. Une place à l'Opéra Garnier, ça coûte plus de 100 euros. Bon, bah, se distinguer en allant à l'opéra, c'est pas tout le monde c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut avoir les moyens de pouvoir se distinguer aussi. Donc, encore une manière de dire que l'ordre économique et l'ordre social bah, sont pas complètement étanches. D'accord. Les dominants dans un ordre sont aussi probablement les dominants dans un autre. Donc, je poursuis. À partir d'ici, donc le troisième et dernier ordre de l'analyse de Weber, au sein duquel Weber classe les individus, est l'ordre politique. Bon, c'est un peu une répétition, hein. Dans cette hiérarchie, les individus se différencient en fonction de leur accès plus ou moins important au pouvoir politique et au contrôle de l'État. Les différents groupes en concurrence sont appelés partis politiques. Ces groupes, à l'instar des groupes de statut, sont des groupes très conscients d'eux-mêmes. Ils ont conscience de leurs intérêts propres et s'organisent collectivement pour conquérir le pouvoir politique. Alors, au passage, à l'instar, c'est une expression qui veut dire que ça veut dire qu'ils ne se différencient pas. À l'instar de, ça veut dire bah, de la même façon que. Hein, on pourrait avoir l'impression que ça veut dire au contraire de ou en opposition à, mais non, en fait, à l'instar, ça veut dire justement qu'ils ne se différencient pas. Les groupes de statut et les groupes politiques, enfin les partis politiques, bah, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont conscients d'eux-mêmes. Voilà. Ils ne s'opposent pas de ce point de vue. Donc une représentation schématique de la stratification, de l'analyse de la structure sociale selon Max Weber. Voilà, c'est une manière de représenter visuellement ce qu'on a pu dire de manière orale ou écrite, hein, qui est assez efficace, hein. Donc vous avez l'ordre économique, au sein duquel se distribuent des classes sociales, réparties selon l'accès aux biens, plus ou moins grande probabilité d'accéder aux biens. Et donc voilà, si vous êtes tout en haut, bah, vous êtes probablement très riche parce que vous pouvez acheter des biens. Si vous êtes tout en bas, c'est que probablement vous êtes très pauvre parce que vous ne pouvez pas acheter beaucoup de biens. Et puis bah, entre les deux, bah, vous êtes moyennement riche.
Donc vous allez vous répartir sur cette échelle-là. Ensuite, au milieu, c'est le groupe, c'est l'ordre social au sein duquel se répartit le prestige. Et les groupes qui vont être ainsi fondés ou formés en fonction du prestige qui leur est associé, on les appelle les groupes de statut. Et donc, plus vous êtes en haut, plus vous êtes un groupe de statut prestigieux que les gens estiment, acteurs, vedettes, artistes, par exemple. Et si vous êtes tout en bas, vous êtes des groupes d'individus qui sont plutôt source de mépris, ou qui ne sont tout simplement pas source de prestige, donc chômeurs, infirmes, euh, hors la loi, et ainsi de suite. Troisième ordre, c'est l'ordre politique. Donc là, se distribuent dans cet ordre hiérarchiquement les partis politiques, en fonction de leur plus ou moins grand accès au pouvoir de l'État, aux appareils d'État. Et donc, voilà, le parti qui est tout en haut, c'est celui qui constitue la majorité à l'Assemblée nationale, par exemple. Aujourd'hui, nous, le parti qui domine, c'est La République En Marche, parce ils ont le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Que le président de la République, c'est un ancien membre de La République En Marche. Donc c'est eux qui dominent. Et ils sont en concurrence avec les autres partis pour l'accès au pouvoir, comme la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Rassemblement National, le, voilà, et ainsi de suite. Et le dernier, c'est les Républicains. Voilà. Et enfin, une dernière remarque, et on aura terminé quasiment sur Weber. Remarque que j'ai déjà faite dans la vidéo précédente, je la lis rapidement. Les groupes de statut peuvent parfois se recouper avec les classes sociales, ça veut dire qu'ils peuvent se superposer. Alors pas toujours, mais dans certains cas, oui. Certaines professions donnent un large accès aux biens, car elles sont très bien payées, elles sont très rémunératrices, et suscitent en même temps un prestige social élevé. Alors, je mets entre parenthèses lié à l'argent. Bon, c'est une manière un petit peu provocatrice de dire que est-ce que le prestige, en vérité, ça existe? Est-ce qu'en vrai, le prestige, ce serait pas juste le fait d'avoir de l'argent? Est-ce qu'on peut avoir du prestige sans avoir d'argent? Bon, alors je vous ai quand même trouvé un exemple où ça marche, mais force est de constater que la plupart des personnages qui font l'objet d'une estime de le reste de la société, c'est aussi des gens qui sont très riches. Voilà. Alors je poursuis ici. Donc chez Marx, ces trois dimensions sont réunies. Un prolétaire a un accès réduit aux biens, dispose de peu de prestige et ne dispose que de peu de pouvoir politique, ou quasiment pas, peut-être s'il vote. Alors qu'un bourgeois capitaliste dispose de ressources économiques importantes qui lui assurent un large accès aux biens, ainsi qu'un important prestige social et très souvent un rayonnement politique important. On parle de congruence de statut. Bon, un exemple de riche bourgeois qui cumule un peu les trois éléments, ça peut être par exemple Bernard Arnault. Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche du monde maintenant, hein, après, ou deuxième, hein, après 3 années ou 2 années de politique macronienne, se retrouve l'homme le plus riche du monde. Bon, il est dominant dans l'ordre économique, il est très prestigieux, c'est-à-dire que quand on l'invite, on le reçoit avec tous les honneurs possibles. Donc il est très prestigieux, et en plus, politiquement, on imagine qu'il connaît des personnes proches du pouvoir qui peuvent avoir un impact très important sur les décisions prises. Alors, comment ça se passe, pour qui, pourquoi, bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais il y a probablement du lobbying de la part de Bernard Arnault pour faire valoir ses intérêts politiquement. Donc lui, il est vraiment dans la congruence des statuts. Alors, par exemple, si on regarde l'origine sociale des membres de l'Assemblée nationale, ce sont souvent des notables. Notables, ça veut dire que c'est des gens qui sont élevés dans la hiérarchie sociale. On appelle ça dans le langage courant des notables. Donc ce sont souvent effectivement, hein, dans l'Assemblée nationale, d'anciens médecins, des entrepreneurs, des patrons d'industrie, des financiers, des profs. Il y a aussi quelques profs, mais pas n'importe quel prof, hein, que des profs agrégés ou qu'on fait des doctorats, voilà. Donc c'est des voilà, il y a une origine sociale bien spécifique, hein. Quand on est en haut dans un domaine, en général, on peut facilement basculer dans un autre ordre. Si vous êtes au top dans l'ordre de votre profession, il y a des chances que vous puissiez basculer dans l'ordre politique. Un exemple récent, c'est David Douillet. Bon, c'est peut-être pas si récent en vrai, mais David Douillet, voilà, il était très très fort dans son domaine sportif, et il est devenu ministre, hein. Donc voilà, il y a une circulation comme ça des élites qui sont en haut des hiérarchies. Donc chez Weber, je reprends ici, ces trois dimensions peuvent se recouper
mais pas forcément. Il peut en effet y avoir non-congruence de statut, ça veut dire que les trois ordres ne se superposent pas. C'est-à-dire que la place dans un des ordres sociaux ne détermine pas forcément la place dans les deux autres échelles. Ainsi, un aristocrate, membre de la noblesse de par sa naissance par exemple, peut être ruiné suite à une crise économique et perdre sa place au sein de l'ordre économique, mais tout en restant dominant dans l'ordre social. Donc là l'idée c'est un aristocrate qui était riche, donc qui est en haut dans l'ordre social, c'est-à-dire prestigieux, et en haut dans l'ordre économique parce qu'il est riche, bah si il perd toute sa richesse parce qu'il y a une crise économique, il reste quand même dominant dans l'ordre social, mais il chute dans l'ordre économique, puisqu'il il a beaucoup moins d'argent, voire il est complètement ruiné. Donc ça peut arriver. Autre exemple, un individu peut appartenir à la classe moyenne et avoir un statut particulièrement prestigieux, comme par exemple les instituteurs dans les villages d'autrefois. Donc entre parenthèses, voilà, fin 19e siècle jusqu'aux années 60, l'instituteur du village était un personnage tout à fait important, bien qu'il n'ait pas forcément beaucoup de revenus. C'était vraiment une figure d'autorité intellectuelle, culturelle, qui était respectée par les gens du village. Donc, donc il avait un niveau de vie moyen, mais jouissait d'un prestige social important lié à sa fonction. Effectivement, hein, dans les villages, là où l'école commençait plus ou moins à se développer, alors qu'avant ça n'existait pas, bah, instruire les jeunes générations, c'était une mission extrêmement importante et très estimée par les membres du village. Donc l'instituteur jouissait d'un prestige important, bien qu'il ne soit pas forcément, ou même pas du tout, chèrement payé. Donc lié à sa fonction et à sa culture générale. Il jouait bien souvent un rôle de leader d'opinion auprès du village et pouvait exercer des responsabilités politiques, maire ou conseiller municipal. Donc ça c'est vrai également. C'est pas rare que dans les années 60 ou avant même, le maire du village c'était également l'instituteur. Il pouvait être, c'est un ancien instituteur. Pourquoi? Bah, parce que comme il était instituteur et estimé des autres, qu'il a connu beaucoup de gens dans le village de par sa fonction, il était plus facile pour lui d'être légitimement élu comme maire. Donc là, vous pouvez avoir effectivement congruence des statuts dans ce cas-là. Et enfin, dernier exemple, on peut avoir un immense prestige et ne pas être riche, comme par exemple l'abbé Pierre ou Coluche. Bon, les exemples de ce type sont de plus en plus rares, mais ça existe toujours. Ça marche beaucoup avec les humoristes. Bon, l'abbé Pierre n'est pas un humoriste, mais il était très estimé parce que c'était une personne qui aidait les pauvres. Et donc, bien qu'il fût très pauvre lui-même, il était très très estimé par le reste de la société. Donc en haut dans l'échelle sociale, mais en bas dans l'échelle économique. Et en même temps, il était en haut dans l'échelle politique. Dans le sens où quand l'abbé Pierre s'insurge contre la pauvreté grandissante, les gens sont touchés par ce qu'il dit, parce que c'est l'abbé Pierre qui le dit. Donc ça peut amener à des prises de conscience, à des indignations de la part des membres de la société, parce que l'abbé Pierre dit quelque chose, parce que c'est pas n'importe qui. Ça marche aussi avec Coluche, qui était donc pas spécialement riche, en tout cas au début, après il a eu plus de succès, mais qui était quelqu'un d'extrêmement apprécié dans la société. Donc au niveau du prestige social, il était très en haut. Au niveau économique, il était plutôt en bas, dans l'échelle économique. Mais dans l'échelle politique, il était en train de monter, avant qu'il soit malheureusement tué par un accident de la route, en moto. Il était sur le point de se présenter aux élections présidentielles contre François Mitterrand. Donc, d'aucuns pensent qu'il aurait pu être élu. Ce qui n'aurait pas été étonnant, vu le capital symbolique qu'il avait, puisqu'il était très très apprécié. Donc vous voyez comment les trois ordres, sans se superposer, peuvent quand même être reliés. Bon alors, le tableau de synthèse, bon ça je vais pas le lire, vous le regarderez chez vous, je pense que tout est dit clairement. C'est une manière de pouvoir voir quels sont les points communs entre les analyses de Marx et les analyses de Weber, mais également voir qu'est-ce qui les différencie. Donc ça c'est à vous de regarder, tout est inscrit dedans. On arrête pour l'instant donc pour Weber, on en a terminé, et on va reprendre juste après pour parler de l'analyse de Pierre Bourdieu. Voilà.